Jusqu'où iront les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après une salve de missiles sans précédent? Pyongyang persiste et signe en promettant encore ces dernières heures, je cite, une réponse écrasante aux vastes exercices militaires conjoints de Washington et de Séoul. Avec nous pour en parler, Marianne Perrondoise, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes co-directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des questions stratégiques en Asie. Théo Clément, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, chercheur, spécialiste de la Corée du Nord. Marianne Perrondoise, on commence avec vous. En septembre 2018, à la suite du sommet intercoréen à Pyongyang, les deux pays s'étaient engagés à cesser complètement tout acte hostile l'un envers l'autre. Pourquoi ça dégénère à nouveau ? On se retrouve effectivement dans un nouveau cycle, apparemment, avec une Corée du Nord qui reprend l'initiative, mais qui, quelque part, répond à la reprise de ces grands exercices d'entraînement militaire. C'est vrai qu'on entend souvent de nouvelles provocations de Kim Jong-un, mais il ne faut pas perdre de vue ces vastes exercices militaires. Oui, alors il y a quelque chose de prévisible dans cette réaction nord-coréenne, qui a toujours trouvé que ces exercices militaires étaient alarmants pour elle, pouvaient être dirigés contre elle et en fin de compte étaient des exercices de répétition d'une potentielle invasion. Et il est certain que les États-Unis et la Corée du Sud, lorsqu'ils s'entraînent, pensent évidemment à une crise qui pourrait éclater autour de la Corée du Nord et dont évidemment on peut supposer que Pyongyang soit à l'initiative. Donc c'est vrai que la Corée du Nord n'a pas totalement tort, je le mets entre guillemets. En tout cas, cette crise pouvait être largement prévisible parce que le pouvoir nord-coréen est très rationnel et on a quand même appris à connaître ses habitudes diplomatiques et en tout cas ses réactions stratégiques. Alors Théo Clément, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre ça. Le pouvoir, vous avez bien dit, le pouvoir nord-coréen est très rationnel. C'est-à-dire qu'il est pragmatique, Théo Clément ? En fait, on a souvent l'habitude de l'entendre. C'est juste un discours médiatique qui a encore beaucoup de mal à émerger. La Corée du Nord n'est effectivement pas du tout un pays qui est imprévisible. Il y a eu les années précédentes, donc avant l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in, des exercices de l'administration démocrate, la précédente administration sud-coréenne, des exercices militaires conjoints entre la Corée du Nord et entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui ont donné lieu à des crispations de la part de la Corée du Nord. C'est pas du tout nouveau et la salve de tirs de missiles de cette semaine, si elle est nouvelle de par son ampleur, c'est un... Mais c'est vrai qu'il a tiré davantage de missiles, pardonnez-moi. Est-ce que c'est vrai que Kim Jong-un a lancé en une journée autant que son père en une vie ? Tout à fait. Oui. Autant que son père et que son grand-père, mais de fait, c'est un peu un artefact statistique puisque Kim Il-sung, donc le fondateur de la République populaire démocratique de Corée, avait lancé le programme balistique nord-coréen. On était vraiment au tout début, au milieu des années 80. Au milieu des années 80, il y a eu une longue pause du fait de la famine en Corée du Nord et puis ça a repris très vite, tout doucement avec le père de Kim Jong-un, donc Kim Jong-un. De fait, celui qui a le plus testé de missiles en Corée du Nord, c'est Kim Jong-un, mais du fait de l'augmentation générale du programme balistique sur les 10 dernières années. On a vraiment du mal à vous entendre. On va essayer de rétablir peut-être la liaison. Il faut vraiment prêter l'oreille, même si ce que vous nous dites est très intéressant. En tout cas, Marianne Perrondoise, vous avez entendu, pour preuve, vous voulez réagir. Oui, en fait, je voulais effectivement réagir en prolongeant ce que dit Théo Clément, parce que quelque part, Kim Jong-un, je le répète, il est rationnel, il a un objectif, c'est de prouver les capacités nucléaires de son pays, pour des raisons évidemment de sécurité, pour des raisons d'établissement, de consolidation. Là, vous nous dites que ce à quoi on assiste, ça préfigure un nouvel essai nucléaire ? Alors, parce qu'on parlait même du 8 novembre, demain, jour d'élection aux États-Unis. Alors oui, effectivement, on peut effectivement se poser la question, puisque effectivement, il y a un calendrier politique et Kim Jong-un, je le répète, a des objectifs très précis, qui est de réaffirmer régulièrement qu'il existe, donc de mettre en avant son pouvoir de nuisance, et bien sûr qu'il regarde les États-Unis, puisqu'au fond, ce pouvoir nucléaire, ses capacités balistiques,
balistiques. Elles ont été bien développées par son père et son grand-père en vue de contrebalancer, en tout cas, de sécuriser la Corée du Nord par rapport au grand ennemi américain, puisque en fait il y a toujours l'héritage plus ou moins de la guerre de Corée et la présence militaire américaine de l'autre côté de la frontière, au terme d'un traité de sécurité qui bénéficie à la Corée du Sud et qui a bien été signé à l'issue de la guerre de Corée pour stabiliser la situation autour de la péninsule. Théo Clément, justement, puisque Marianne Perrondoise nous parle de la guerre de Corée 1950-1953, il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'à l'époque, on a vu des affrontements directs entre soldats chinois et soldats américains. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine soutient clairement la Corée du Nord? On sait que les États-Unis soutiennent la Corée du Sud. Est-ce que la Chine soutient aujourd'hui son voisin nord-coréen? Alors techniquement, Chine et Corée du Nord sont en fait alliés du fait d'un traité d'amitié qui contient des clauses de coopération militaire. Néanmoins, il ne faut pas du tout être naïf. À la fois Pyongyang et Pékin sont des acteurs qui sont très opportunistes, qui ont une alliance de facto dans la volonté de containment, de containment des États-Unis. Mais si on regarde les choses dans le détail, et notamment quand on s'intéresse aux relations commerciales, aux relations politiques entre la Chine et la Corée du Nord, on voit très clairement que ce sont deux pays qui sont très opportunistes et que les relations sont extraordinairement difficiles, notamment dans le contexte de l'émergence de la Chine, qui a tendance à vouloir faire de des petits pays qui lui sont limitrophes des satellites, alors, on va pas dire. des pions, mais voilà, des satellites, même si j'aime pas trop le terme. Et évidemment, la Corée du Nord, qui est un pays qui est extraordinairement indépendant, très très mal. Où en est le nucléaire nord-coréen? En quelques mots, Théo Klein, le programme nucléaire de Pyongyang? Alors, en termes, l'arme nucléaire nord-coréenne est parfaitement... Pas de souci. L'arme nucléaire nord-coréenne est parfaitement fonctionnelle. Ce qui manque pour l'instant, c'est la capacité de la vectoriser, c'est-à-dire de la miniaturiser suffisamment pour l'installer sur des missiles ayant une portée suffisante pour toucher le territoire continental américain. Sabine, Marianne Perrondoise, pardonnez-moi, il y a eu quand même aussi, on parle de salve inédite côté nord-coréen, mais la réponse sud-coréenne, elle interpelle aussi. Est-ce que vous diriez qu'il y avait une volonté de masquer ce qui s'est passé, cette tragédie du soir d'Halloween, pour éviter tout débat interne, de faire diversion, ou ce serait quand même tiré par les cheveux? Oui, je pense que c'est peut-être aller au-delà de ce que souhaitait démontrer la Corée du Sud. Parce que c'est rare qu'ils tirent quand même aussi. Oui, mais on a quand même un président conservateur qui, dès son arrivée au pouvoir, a pris le contre-pied de la politique d'ouverture de son prédécesseur, le président Moon, dont il trouve qu'il a été beaucoup trop complaisant pour peu de résultats vis-à-vis de la Corée du Nord. Et donc, il a très clairement dit qu'il répondrait, en fin de compte, sur une base de réciprocité à toute provocation de la part de la Corée du Nord. Donc, en fait, cette fermeté, elle était annoncée. Elle est quand même assez inédite, puisqu'on aura remarqué quand même des tirs de missiles à la fois de la part de la Corée du Sud et des États-Unis, qui n'ont jamais, je dirais, montré une telle fermeté. Et c'est ce qui peut être finalement alarmant, puisque, en fait, ce que l'on peut redouter dans un scénario du pire qu'on n'écarte jamais lorsqu'il concerne la péninsule coréenne, c'est une escalade ou un dérapage, l'un des protagonistes étant finalement mal, je dirais, ou anticipant une réaction de son adversaire. Séoul est à combien de portée? 50 km de la frontière? La frontière, en fin de compte, oui, Séoul se trouve à une soixantaine de kilomètres, c'est-à-dire à portée de l'artillerie nord-coréenne. Donc, je dirais, là, on parle de quelque chose de très sophistiqué, les capacités nucléaires, les capacités balistiques, mais n'oublions pas que Séoul est sous le feu de l'artillerie lourde nord-coréenne. Donc il y a tout un éventail de moyens à sa disposition pour au moins semer, désorienter ou tirer éventuellement une salve en guise de rétorsion éventuelle. Donc Théo Clément, la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre la Chine et Taïwan, dans quelle mesure tout ça, ça influe sur la position du pouvoir nord-coréen selon vous? Ou pas d'ailleurs? De fait, ça contribue à la posture stratégique nord-coréenne qui est de soit créer, soit bénéficier d'épisodes de tension sécuritaires qui impliquent soit la Corée du Sud, soit les États-Unis. En fait, de fait, la Russie est devenue un paria sur
sur l'échelle à l'échelle internationale, et ça a permis à la Corée du Nord, qui est elle-même un paria, de se rapprocher de la Russie. Dans le cas, alors à mon sens très hypothétique, d'une montée des tensions dans le détroit de Taïwan, il ne serait pas impossible que la même dynamique joue avec la Chine. Marianne Perrondoise, est-ce qu'on peut imaginer, comme scénario qui ne serait pas très réjouissant, un conflit interposé États-Unis-Chine, non plus via Taïwan, mais via la Corée et les Corées? C'est un scénario qu'on évoque depuis des années, depuis les premiers essais balistiques nord-coréens. Chacun essaye quand même, je dirais, de garder la tête froide, même si, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu surpris de voir la riposte, effectivement, les tirs de missiles en guise de réponse à la Corée du Nord de la part du Sud et des Américains, de la même façon qu'il y a eu aussi ces démonstrations aériennes avec des vols de chasseurs qui visent à dissuader et à intimider. Donc un dérapage, il va y avoir la reprise d'un certain nombre d'entraînements militaires autour de la péninsule, mais cette fois entre les États-Unis et le Japon. Et là, effectivement, on peut s'attendre quand même à une réaction. Quelle sera-t-elle de la Corée du Nord, qui va en profiter pour de nouveau faire preuve de ses capacités de nuisance. Et si le Sénat américain rebascule républicain côté trumpiste, est-ce que ça va changer les choses? Donald Trump était un pacificateur pour la région, alors que Joe Biden, avec ses exercices militaires, il paraît pour le va-t-en-guerre. Mais écoutez, peut-être que c'est ce que souhaite Kim Jong-un et indirectement faire pression sur les élections américaines. Il est certain qu'il verrait revenir Donald Trump avec un petit peu plus d'intérêt que cette administration démocrate qui se montre quand même très, très ferme et voire un tantinet belliqueuse à son égard. Théo Clément, Donald Trump moins belliqueux ou Joe Biden plus belliqueux si on les compare les uns à l'autre par rapport à cette question des deux Corées? Donald Trump était surtout un électron libre en fait, et il a commencé de la pire des manières avec une diplomatie qui était très frontale à l'égard de Kim Jong-un. Oui, on se souvient de qui avait le plus gros bouton notamment. Voilà, et de Fury and Flames et de beaucoup d'épisodes. Mais alors, et là, dans le cas de Trump, c'est très surprenant, mais il a eu l'intelligence de changer sa position et d'avoir une politique de la main tendue vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a eu un effet qui était vraiment pacificateur, comme vous l'avez dit, ou du moins, ça a laissé penser que les choses allaient changer dans la péninsule. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de sa volonté ou de son élan, et l'administration Biden, qui est conseillée essentiellement par des chercheurs qui sont plutôt des conservateurs, est revenu à la position traditionnelle qui était celle de l'époque Obama, avec le succès qu'on constate aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Théo Clément, merci beaucoup Marianne Perrondoise. Rappelons que la Corée du Nord est toujours sous sanction, sous embargo. Absolument, absolument, mais elle ne paraît pas en souffrir. Elle ne paraît pas en souffrir. Même la population? La population, évidemment, en souffre particulièrement. Avec ou sans embargo, elle n'est pas privilégiée par le régime, malheureusement, on le sait. Clairement pas reluisant pour la population nord-coréenne, malheureusement. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour votre éclairage.